Hello! Alors, on est reparti, donc troisième vidéo. L'idée, c'est de continuer un petit peu notre tour d'horizon. Donc, on a vu sur la première partie le mode commande, le mode écriture. On a commencé à comprendre un petit peu la logique des raccourcis. Deuxième vidéo, on a plus insisté pardon, sur tout ce qui était Markdown, en revenant un petit peu sur l'utilisation des raccourcis. Troisième vidéo, alors ça va être un peu fourre-tout, on va essayer de tenir 10 minutes quand même. Euh, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail de qu'est-ce qui se passe derrière Jupiter, comment ça fonctionne, etc., etc. Alors, Jupiter, en gros, si je devais vous expliquer, ça fait... Alors, ce que je vais dire n'est pas exact, mais il faut plus retenir l'idée. Jupiter, ça fait tourner du code Python via un programme qui s'appelle IPython, qui en fait, c'est lui qui va tourner Python, mais il va rajouter tout un tas de fonctionnalités en plus, justement cette possibilité d'avoir de l'autocomplétion, d'avoir des input-output, de faire je sais pas, plein de choses, du rappel de commandes, d'accéder aussi à des commandes spéciales. Donc c'est Python qui tourne via IPython. Le tout nous est renvoyé dans un navigateur via Jupiter qui en fait transforme le IPython en une sorte de super dictionnaire qui peut s'exporter en format texte. Donc, je rentre pas plus dans le détail, mais voilà, faut comprendre que Jupiter, en fait, c'est entre guillemets plein de choses. Et on va venir sur les options qui sont intéressantes. C'est tout ce qui va être le contrôle de l'exécution et comment on gère ce qu'on pourrait appeler le runtime. Alors, quand vous bossez avec Jupiter, vous avez deux, trois petits indicateurs qui sont intéressants. Le premier indicateur, c'est le numéro là. Ça veut dire que c'est la 15e fois qu'on exécute une commande. Typiquement, si je viens là, je fais Shift Entrée, ou plutôt CTRL Entrée, CTRL Entrée, CTRL Entrée, on voit bien que le numéro augmente. Donc, le notebook, depuis qu'il a été booté, starté, en est à sa 22e commande. Si je vais dans kernel, restart, on va restarter le noyau Jupiter. Tant et si bien que si ici, j'ajoute A égale 12, je fais CTRL B, A, j'ai bien 12. Et si je fais kernel restart, entrée, j'ai l'impression d'avoir des outputs, mais en fait, les variables en fait n'existent plus. Si je fais A, contrôle entrée, il me dit que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a écrasé les variables, il a écrasé l'état système, il a recommencé à zéro. On a quand même des outputs, mais ces outputs, ces variables, n'existent plus en mémoire. C'est juste un display, un print, une photo de l'ancien notebook. Donc, il arrivera très souvent qu'on fasse kernel restart. Ou, donc, ce qu'on vient de faire, ou encore mieux, kernel restart and clear output. À ce moment-là, non seulement on restart notre noyau, on redémarre notre programme, mais en plus, on supprime tous les outputs. Et donc, on n'a plus 1, 2, 3, 4, 5, mais on n'a plus aussi le A égale 12 qu'on avait tout à l'heure. On aura ici restart and run all. Donc ça, c'est je reboot, pardon, et je joue toutes les cellules. On voit 1, name error, et donc il s'arrête. Donc, quand on demande l'exécution complète d'un notebook, Jupiter s'arrête à l'erreur. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut contourner ce problème, mais par défaut, la première ligne, il a une erreur, il l'a plantée. Très bien, bah alors, on va mettre un petit commentaire, on va faire kernel, restart and run. On va repartir à 1, 2, 3, 4, etc. etc. Et le problème que vous allez avoir souvent, et quand je dis souvent, c'est vraiment très souvent, c'est que vous allez travailler sur votre notebook. On peut imaginer que c'est un data frame. A égale 12, et puis peut-être vers la fin, vous allez avoir une cellule A égale 12, A égale A plus 10, plus 12. Et puis je continue à travailler, et à un moment, je m'aperçois qu'il y a un problème. Et je reviens en haut de mon notebook, et je me dis, mais d'où vient mon problème? 1, et là, je vais taper 1. Et là, on se dit, A égale 24. En vérité, mauvais exemple, ça serait plutôt ici. A, et là, je vais taper A. Et l'état de ma variable, c'est 24.
Et là, on dit, mais c'est bizarre. À la ligne d'avant, j'ai marqué A égale 12. Et là, j'ai A égale 24. Qu'est-ce qui s'est passé? Très important, vous avez souvent des problèmes là-dessus, j'insiste vraiment, c'est que mettons-nous bien dans l'optique de Jupiter. Il a travaillé, il a exécuté de cellule en cellule, cellule en cellule. Dernière opération fait A égale A plus 12, donc c'est la mise à jour. Mais quand on remonte, dès lors qu'on remonte, attention, l'état de la variable qu'on utilise n'est pas l'état qu'on voit, n'est pas le résultat des transformations, c'est le résultat de l'ensemble du notebook. Et donc pour éviter ce genre de problème, très souvent, on sera amené à soit faire un restart and run all, soit tout simplement faire un run. Dans ce cas-là, on va faire un petit restart and run all. Et à ce moment-là, on a bien conformité A égale 12 à A. J'ai fait restart and run all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Mais si je viens faire contrôle entrée, attention, 24 et non plus 12. Pourquoi? Parce que c'est le 16e output, enfin le 16e input slash output, qui fait suite au 15e. Et dans ce 15e là, on a changé la variable. Donc d'une certaine façon, certes, dans la lecture du code, on a A à 1, mais dans l'exécution du code, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis finalement 15 et 16, mais ce 16-là, il est en fait après le 15, quelque part, il est un petit peu ici. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez souvent des problèmes, c'est comprendre bien que quand on joue l'intégralité d'un notebook, on va modifier l'état de l'ensemble de ces variables. Donc, par exemple, on pourrait, pour éviter ce problème, s'amuser à forcer une erreur. Par exemple, si je mets 1 divisé par 0, ça va créer une erreur. Pas forcément une bonne méthode ce que je donne, mais c'est juste pour montrer un ordre d'idée. Je fais restart and run all. Mon notebook s'exécute. Hop, 1 divisé par 0, il plante. Celle d'après n'est pas exécutée. Et à ce moment-là, si je rejoue A est toujours égal. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a l'air anodin, mais qui est assez important. C'est d'une part comprendre comment tout ça marche, et comprendre cette histoire de runtime, et de mise à jour des variables, et comprendre que ce n'est pas parce que vous avez du code qui est écrit sous vos yeux que ça correspond à l'état de la variable, que ça soit A ou DF ou ce que vous voulez. On va faire un petit truc assez rigolo, on va importer un module, on va importer time, qui est un module spécifique de Python, et on va se faire un petit time.sleep, et on va regarder ce qui se passe. 1, 2, 3, ok. Donc en fait, pendant 3 secondes, il ne s'est rien passé. Sleep, ça met en pause, entre guillemets, ça attend, met en pause l'exécution du programme. Alors pourquoi on a fait ça? Première chose, regardons deux options. Ici, on a des options qui nous racontent l'état du notebook. Est-ce que le code qu'il y a derrière le notebook, c'est-à-dire la transcription en texte, pose un problème ou pas, ou est-ce que le notebook peut s'exécuter? C'est différent de est-ce qu'il y a des erreurs de code. Là, il est dit trusted, c'est-à-dire que on peut exécuter le notebook, mais c'est indépendant du fait qu'il y ait des erreurs dans le code. C'est juste est-ce qu'on peut jouer le notebook. Python 3, ça je ne vais pas en parler, mais là, on a un petit rond et il y a marqué kernel idle. Considérez que kernel, ça veut dire programme, le programme qui tourne derrière, donc Python qui fait tourner Python, et idle, ça veut dire il se passe rien. Ici, j'ai des numéros partout, sauf là qui n'a pas été exécuté. Maintenant, je vais mettre un time.sleep 10. Pendant 10 secondes, c'est comme si le programme effectuait une opération. On pourrait avoir une très très grosse opération de visualisation, une très très grosse opération sur un data frame par exemple qui prendrait, ou sur scikit-learn qui prendrait beaucoup de temps si on faisait tourner un modèle, on entraînait un modèle, ça pourrait prendre 10, 15, 20, 30 secondes, voire beaucoup plus parfois. Donc considérons qu'on est dans cette configuration. On va même mettre ça. Donc c'est parti, contrôle entrée. Voilà. Mon notebook est trusted, c'est-à-dire qu'il est toujours capable d'être exécuté, mais par contre, là, j'ai un point noir qui me dit kernel busy, c'est-à-dire que mon programme est en train de faire un calcul. Et qu'est-ce qu'on constate? Ici, il y a une petite étoile. La petite étoile, ça veut dire que soit le programme est en train d'exécuter la cellule, soit il est en attente pour exécuter la cellule. Je montrerai tout à l'heure l'option qui va nous intéresser. Je vais faire restart and run all. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, je vous invite à coder en parallèle.
On voit bien ici que A égale 12A, important time.sleep, et on en est là. Et toutes les autres sont en attente d'exécution, parce qu'elles attendent que celle-là ait fini son travail pour effectuer celle-là, etc., etc. Alors, le Markdown ne prend pas d'étoiles ou de numéros, etc. Il n'y a pas de calcul derrière, il n'y a pas de problématique, c'est juste un affichage. Mais bon, moi je suis un peu bloqué, je ne vais pas restarter mon Jupyter à chaque fois sous prétexte qu'il y a une cellule qui plante ou qu'il y a une cellule qui prend trop de calcul, qui met un calcul trop long. Donc, allons nous amuser à regarder dans les options et regardons l'option Interrupt. Send keyboard interrupt for the kernel. Donc ça demande l'arrêt de la cellule. Alors, il nous a dit que le raccourci c'est II. Eh bien, amusons-nous à taper dans la cellule, ça ne va pas marcher. Hein. Si je tape forcément II, ça va l'écrire dans la cellule. Échappe, II. Et là, ça m'envoie une erreur très spécifique qui est keyboard interrupt, dit en somme, l'utilisateur a demandé l'interruption de la commande qui était tout jouée. Ça ne nous empêche pas de venir ici et de dire bah, continuons l'exécution d'un notebook. Eh bien, plutôt que de tout rejouer, on va trouver l'option Run all above. Run all above, il va exécuter tout ce qui est au-dessus. Malheureusement, ce n'est pas la bonne instruction. II, on interrompt, et on va faire à partir de là Run all below. Below, pardon. Problème, ça a exécuté cette cellule. Or nous, on ne veut pas l'exécuter. C'est pas grave. II, et allons dans notre cellule ici, celle Run all below. Ça a exécuté celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, alors que celle-là était en interruption. On continue en fait sur les problématiques de runtime. On peut interrompre l'exécution d'une cellule, ou tout simplement, on peut, si on veut, restart and clear output, ou restart and run. On peut également juste restart. Dans ce cas-là, je fais 0, 0, et ça va restarter le kernel. Regardons également sur cell, on a run all above, run all below. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà couvert pas mal de fonctionnalités, on a apporté une bonne couche de compréhension au niveau de notre travail. Dans la prochaine vidéo, on va s'amuser à regarder comment est-ce qu'on peut ajouter des raccourcis, customiser des raccourcis, et on va regarder les principaux raccourcis, notamment pour gérer toutes ces problématiques-là. Voilà. Je m'arrête là, et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo.